Hello girls, gays and everyone in between. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tétu Bavarde, le podcast audio et vidéo du magazine Tétu, disponible sur YouTube et sur les meilleures plateformes de streaming audio. C'est un rendez-vous qu'on vous donne toutes les 2 à 3 semaines. Vous savez, on essaye d'être régulier, mais il ne faut pas nous en tenir rigueur si on ne l'est pas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Pour ça, c'est @tétumag sur les réseaux sociaux. Cette semaine, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui, moi, me met un petit peu mal parce que il me concerne malheureusement plus. C'est simplement le fait d'avoir 25 ans en 2025. Alors, comme on peut le deviner aux rides qui sont présentes sur mon front, mais qui ont été cachées parce qu'il y a eu une retouche make-up, je tiens à le dire, j'ai pas 25 ans aujourd'hui, j'en ai 30, mais les gens autour de la table en ont 25 plus ou moins, on va dire à peu près, pour parler donc de ce que ça fait d'avoir cet âge-là aujourd'hui et parler de toutes les thématiques qui vont avec. Pour ce tour de table, j'ai à côté de moi Yann, aka la grande dame, que vous avez découvert donc dans Drag Race France, puis ensuite dans Drag Race UK versus The World saison 2, c'est ça. Et puis maintenant dans la musique, chanteur, c'est ça. Donc il y a eu ton EP qui est sorti Parfait Orange il y a quelques mois. Ouais, il y a un mois même. Un mois et demi maintenant. Bon anniversaire. Merci. On a aussi Ézile, donc créatrice de contenu qu'on peut retrouver sur YouTube, Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux qu'on peut citer ? TikTok, un podcast également, un peu partout, là où je peux papoter, j'y vais. Trop bien. Et enfin, Tessa Lané qui a insisté pour participer à cet épisode, donc, qui est journaliste chez Tétu, avec qui je travaille tous les jours, avec beaucoup de joie, et qui est porte-parole autoproclamée des lesbiennes. C'est ça, et vous pouvez me retrouver chez moi, très souvent. Alors dans cet épisode, j'ai envie que vous partagiez donc vos expériences, notamment en tant que personne queer, afin de faire le point sur ce que ça veut dire d'avoir 25 ans en 2025. Vous êtes tous nés plus ou moins, on va dire du coup en 2000. Il y a des choses que vous avez connues, notamment en France, des avancées. La mise en place du Pacs 99, légalisation du mariage homosexuel en 2014, et plus récemment l'ouverture de la PMA pour toutes, du coup en 2021. Pourtant, malgré ces avancées, vous allez me corriger si je fais fausse route, mais j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'insécurité qui se répand en France et qui touche pas mal justement votre génération. Et la grande dame, je veux rebondir sur ce que tu avais dit donc, dans le dernier numéro Tétu, qui est en kiosque actuellement, où tu es en couverture, et où tu dis, donc je vais te citer, je me sens un peu dans une période charnière, après avoir grandi avec le sentiment que tout était acquis et que j'allais avoir une vie tranquille par rapport à mon identité queer, et là, à 25 balais, je me rends compte que c'est non. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Je crois que c'est le climat international qui fait de plus en plus peur. Quand on estimait que les États-Unis allaient un petit peu être les garants, de la manière dont ils essaient de se vendre d'ailleurs en ce moment, les garants de ce monde de l'Ouest moderne et progressiste, quand on voit comme ils font marche arrière de manière drastique, et quand les lobbies religieux, quand les lobbies pseudo-fascistes prennent le pouvoir à la Maison-Blanche, ça fait très peur. On voit qu'en parallèle, partout en Europe, c'est le climat. Ouais. Et là, le pape est mort, et les débats, les rumeurs sont entre deux personnages, un qui est hyper attaché à des valeurs traditionnelles et qui ne sont pas des bonnes nouvelles pour nous, et un autre justement qui paraît être l'espoir que le pape François avait un petit peu lancé avec cette ouverture au monde. Et on voit encore une fois ce clivage mondial entre cette idée d'aller de l'avant et de faire les choses bien, et ce traditionnalisme qui nous fait peur à nous, quoi. Mais c'est drôle, cette polarité. Ce sentiment un petit peu d'avoir le cul entre deux chaises toujours, je veux dire au niveau du climat autour, est-ce que vous l'avez ressenti depuis, j'ai envie de dire, l'adolescence ? En fait, c'est un truc qui suit et qui n'a pas vraiment bougé, ou c'est vraiment ces dernières années qu'il y a quelque chose qui a changé, qui s'est accentué ? Il y a eu un gros boom quand même ces dernières années, où j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup plus appuyé là-dessus. J'avais parlé du pape, moi aussi, où là on l'a vu il y a quelques jours, et où c'est d'autant plus stressant. Ça devient un podcast de la jeunesse chrétienne. On va parler du pape, en fait, on change de sujet.
Tessa, donc comme tu es journaliste, soi-disant, tu suis l'actualité, tout ce qui se passe un petit peu justement dans le monde par rapport à ça, par rapport aux droits, par rapport à la considération des personnes LGBT, bon, notamment les personnes trans, j'ai l'impression que c'est un peu le sujet qui est sur le feu là, ces derniers mois. Est-ce que tu arrives quand même à avoir du recul sur tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui te bouffe aussi un peu au quotidien, d'être justement abreuvé de news qui ne sont pas toujours très positives? Alors déjà, j'ai envie qu'on renomme ce podcast T'es-tu bavarde par T'es-tu papote, vu qu'on parle pas mal de papoterie. Et je comprends. Il m'a fallu 2 secondes. Thank you. En fait, j'ai l'impression qu'on avait un peu l'habitude des mauvaises nouvelles, que ce soit les guet-apens homophobes, en fait, une ambiance homophobe avec laquelle on a grandi, qui est pas nouvelle. Et là, dernièrement, c'est à partir du moment où c'est institutionnalisé, où on annonce qu'il y a des projets de loi qui viennent restreindre nos droits, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément habitué à entendre que ça va dans ce sens-là. On a l'impression de rétro-pédaler, alors que jusqu'ici, ça allait plutôt dans le bon sens. Nous, on a grandi quand même avec la lutte pour le mariage. Finalement, première victoire, la PMA. En fait, on a quand même tendance à se dire que ça va être difficile, mais que les choses vont aller dans le bon sens. Et là, juste voir qu'aux États-Unis, on a un recul des droits drastique pour les personnes trans, et que tous les jours, en fait, il y a des déclarations aussi qui nous paraissent complètement stupides, complètement anachroniques. C'est assez dingue de se dire qu'actuellement, c'est le contexte qu'on est en train de vivre, et que potentiellement, ça va continuer à aller dans ce sens-là, et que nos batailles qui sont faites depuis des décennies ce seront peut-être à refaire. Justement, je vais rebondir sur ça. Tu évoques l'idée de bataille. Est-ce que ça a créé, de voir un petit peu tout ce climat anxiogène, est-ce que ça crée un éveil un peu plus militant, une envie de peut-être plus se politiser, entre guillemets, de peut-être que ce soit à son échelle, je veux dire à une échelle plus de l'intime, d'en parler autour de ses proches, etc., des rencontres, ou par exemple, je sais pas, sur les réseaux. Et si je sais pas, toi, est-ce que ça amène des prises de position ou Oui, complètement. Que j'avais déjà, et peut-être avant, on en parlait moins parce que c'était déjà acquis. On se disait, de toute façon, ça fait partie de notre paysage. Mais là, on a de plus en plus envie de le mettre en avant, de suivre d'autres personnes qui en parlent, de les mettre en avant elles aussi. Oui, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et tu as l'impression que la communauté que toi tu peux avoir, justement, elle est comment dire, répond bien à ça? Oui, à fond. Elle comprend Dieu que... merci. Je pense que la tienne aussi, mais... Ouais. Alors moi, ça a vraiment changé pour le coup ma manière de communiquer et d'exprimer aussi ma propre queerness. Je crois que j'ai fait ce qu'il y avait de plus out there. C'est-à-dire que j'ai fait 2 saisons de Drag Race où j'étais travesti en national TV. Et je suis trop fier d'avoir fait partie, surtout de cette première saison en France, où on a parlé de sujets qui n'avaient jamais été exprimés en même temps sur un seul programme. On a parlé de transidentité, on a parlé de séropositivité, on a parlé d'homophobie, on a parlé de violence, on a vraiment un peu tout bien survolé, quoi. Et là, maintenant, j'ai envie de faire un peu plus dans la dentelle. Et c'est pour ça que la musique tombe à point nommé. J'ai l'impression que je peux faire passer des messages plus fins, plus précis. J'ai l'impression que j'affine un peu mon propos pour les gens qui sont déjà là, pour ceux qui sont un peu... qui sont déjà dans nos causes, mais j'ai aussi envie d'aller chercher un public plus large et de les sensibiliser peut-être différemment pour que ce soit plus durable. Je pense qu'avant, ma stratégie était peut-être de séduire et ensuite de convaincre. Et le drag, par l'aspect divertissant, est un super outil pour ça. Je crois que maintenant, j'ai envie de convaincre et ensuite séduire, quoi. Et tu as eu un avant-après drag quand même, où tu te sens maintenant un peu... Je suis pile poil dans la période charnière où ça y est, je commence à atteindre un autre public, où j'ai fidélisé quand même celui qui est là. Il y a des gens qui sont partis, des gens qui étaient là que pour le drag, je peux pas leur en vouloir, ils m'ont connu par là. Mais du coup, voilà, il y a un nouveau public qui arrive et je suis content de la direction que ça prend et j'ai l'impression de faire un travail qui est plus intéressant encore. Parce que le travail que je faisais en drag il y a
300 autres drag queens qui le font. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu dis, la volonté de vouloir toucher un public que tu n'aurais peut-être pas eu forcément, tu vois, et du coup d'autres types de personnalités en fait, qui seraient peut-être pas d'accord avec toi en termes de valeur. Je pense qu'il est là, il est là, c'est là que doit se faire le travail maintenant. C'est-à-dire que ceux qu'on a convaincus, c'est fait. Comment ça se passe en fait pour arriver à se toucher ces personnes-là qui en théorie sont pas forcément dans nos sphères. Comment ça se passe? Dans mon cas, ça a été vraiment jouer un petit peu sur l'identification et montrer qu'on est tous les mêmes. Et j'ai utilisé mon clip de Parfum Orange comme un outil à essayer d'abord de montrer une forme de queerness qui est simple et qui s'ancre dans le quotidien, qui n'est pas justement de l'ordre du spectacle, pour un petit peu la légitimiser et la rendre anodine. Et je pense que c'est là qu'est ma stratégie maintenant. J'avais évoqué donc le mariage pour tous, la PMA, donc c'est des combats pour lesquels les générations un peu avant, on va dire au-dessus de vous en tout cas, se sont pas mal battues. Mais est-ce que vous voulez en bénéficier? Est-ce que c'est des choses que vous avez envisagées, justement, le mariage, la PMA, etc. Est-ce que vous êtes... J'ai l'impression que c'est des sujets qui arrivent maintenant. On a passé la barre des 25 ans. C'est le step, ça y est, faut y penser. Non mais vraiment, c'était un peu lointain. Et personnellement, là en un mois, j'ai 2 de mes meilleurs potes qui m'ont annoncé qu'ils allaient se marier. Ok. Mais des potes qui n'ont rien à voir. Et je me suis dit, oula, ça y est. Ça y est, c'est le step, on est passé, c'est bien. Attends qu'il y en ait un qui ait un premier enfant, c'est là que là, t'as un truc, tu dis, oh shit. Okay, là, on y est. C'est pareil, encore. Toi, tu penses, c'est ça? Moi, tu veux faire un baby Tessa qu'on prendrait en stagiaire chez Tétu, évidemment. Imagine quelqu'un qui a mes gènes, ma personnalité, qui viendrait te chercher tous les jours. T'en rêves. Avec le berceau. Mais non, franchement, moi j'ai assisté à mon premier mariage lesbien de copine de lycée il y a peu. Et la fiesta. La fiesta. Mais en plus, tu vois, ça m'a pas perturbée plus que ça parce que j'ai un peu grandi à un moment où ça allait de soi, le mariage, parce que comme c'est pas... Enfin, je suis pas allée dans les rues pour manifester, j'étais une gamine, donc forcément... il y a eu un peu ce truc de... oui, en fait, c'est complètement légitime qu'on puisse se marier. Et même quand j'étais au collège et que des gamins voulaient me harceler avec ça, c'était plutôt... ouais, de toute façon, je te trouve dégueu, j'irai pas à ton mariage. Mais je me dis en même temps, dans l'insulte homophobe, il y a un peu ce truc de... C'est normal que vous ayez le droit de vous marier. Alors ok, ça le dégoûte, mais il reconnaît le truc. De toute façon, il n'était pas invité. De toute façon, il n'était pas invité. Ça faisait une semaine de vacances, il mettait le même sweatshirt tous les jours à Barcelone sous 40 degrés, il n'était pas invité. Je veux bien l'inviter au mien. Et toi, tu changeais de sweat? J'avais un t-shirt. Ok. Mais non, pour moi, vraiment, ça allait de soi. Alors que le côté avoir des enfants, là, pas spécialement. Je me suis toujours dit que ça allait être hyper galère, que fallait sûrement... Je devrais sûrement passer par l'adoption, tout ça. Enfin, comme les gamines, comme les gamines de mon âge, j'étais un peu genre, j'en aurais sûrement, nanana. Enfin... Parce que je suis une meuf, que je suis élevée comme ça, et qu'il y a un peu le comment tu vas appeler tes enfants, pas est-ce que t'en veux. C'est vrai. Mais en même temps, je me disais, ça prendra sûrement 10 ans. Je vais sûrement devoir faire des démarches pas possibles. Ça va être galère, ça va demander de l'argent. Est-ce que tu te disais que justement, ça pourrait en 10 ans évoluer et devenir beaucoup plus simple? Parce qu'il y avait un peu cet espoir-là. Je pense que j'étais un peu trop jeune pour y penser à ce point, de manière hyper concrète. Mais en même temps, si on avait passé le cap du mariage, pour moi, c'était un peu évident que ça allait se passer étape par étape. Ouais. Et j'ai l'impression aussi, c'est peut-être une idée reçue, mais que la génération à laquelle vous appartenez, à l'opposé de justement le mariage, le faire des enfants, etc., qui sont très traditionnels dans le modèle hétéro en tout cas, il y a plutôt cette image d'une génération qui veut créer ses propres codes et qui veut fuir justement ça. Il y a un peu les opposés. Est-ce que vous avez aussi cette expérience autour de vous? Est-ce qu'il y a cette image de groupe de personnes qui veut s'affranchir un petit peu peut-être des carcans Je crois, oui, totalement, Oui, ne serait-ce que penser à soi, penser à son couple, plus que penser au fait de fonder une famille très tôt. C'est vrai qu'il y a pas mal cette culture du self-care aussi, beaucoup, et aussi de la déconstruction, on va dire, vraiment de, je pense, se comprendre soi-même avant de peut-être... Après, c'est à double tranchant parce que c'est aussi la création de l'individualisme ultime, narcissique, et qui... C'est vrai que la frontière est... Ouais, c'est un des avantages. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, on ne s'est jamais autant préoccupé de ses propres désirs, de ses propres envies. L'autre aspect, c'est que
on pense pas trop aux autres, quoi. Mais ce qui est pratique, je trouve, c'est que la communauté queer est hyper propice justement à ce genre de déconstruction, à ce genre de réflexion, parce que comme on n'a pas forcément de modèle préconstruit, que nous, on va pas avoir de mode d'emploi du comment va fonctionner notre couple. T'apprends sur le tas, quoi. Ouais, en fait, t'apprends sur le tas. Et du coup, comme on essaye de te laisser un peu à la marge du schéma traditionnel, t'as un regard qui a peut-être un peu plus de recul et t'essayes de construire tes propres codes, de voir ce qui te convient, ce qui te convient pas. Et juste, je trouve, de pouvoir avoir cette liberté un peu, ça nous amène à au moins nous demander si ça nous convient, si c'est bon pour nous. À tout moment, ça va être très bien et on va avoir envie d'une petite vie pépère très cool, la même que nos parents. Et enfin, c'est très très bien, couple monogame avec enfants, tout ça, top. Mais en fait, nous, je trouve qu'on a quand même le luxe, on va dire, de se poser la question et d'avoir le temps. Je suis même pas sûr, parce que pour les générations plus jeunes, je crois que ça s'applique à tout le monde. Ma petite sœur qui a 5 ans de moins, je me souviens qu'elle me racontait qu'au collège... dire qu'il y a 5 ans, tu sais, déjà déconstruite, elle pense à tout ça. Mais au collège, les histoires de bisexualité, d'homosexualité, c'était vraiment plus des topics, quoi. Ouais. Et je crois même qu'aujourd'hui, toutes ces notions de couple ouvert, qui étaient des notions quand même assez queer, en fait, qui avaient, en tout cas que le queer avait le monopole se sont même étalés à la population générale, quoi, pour les jeunes, ce qui est cool. Ouais, carrément. C'est gratifiant de savoir que it was the gays first. Un peu dans la même idée, j'ai un petit frère qui a 17 ans, et là, je vois, ne serait-ce qu'au niveau de ses soirées à 17 ans et de ses potes, enfin, c'est hyper ouvert d'avoir des... MDMA à 17h. J'adore. Non, mais c'est même pas une idée d'avoir des potes gays, alors qu'avant, c'était c'était... il a ses amis là. Là, à 17 ans, mais personne... Moi, je rappelle ma génération, mon 30 ans. On a un petit écart. Mais moi, dans la course, c'était très... Tout le monde se la jouait Karine Le Marchand. Genre, t'es gay, toi? T'es gay? Ouais. C'était vraiment ça, quoi. Yeah. Parce que c'était un événement, quoi. Ouais, c'est ça, il y a vraiment un truc limite à débusquer. C'est pas la chasse aux gays, mais il y avait un petit peu ce truc-là, du genre, c'est obligé qu'il y en ait, donc... Et d'autant plus pour les gars, je pense, pour vous, à l'école, que pour nous, en tant que femmes attirées par des femmes. Il y a vraiment ce truc à l'école. Moi, ça m'a rassuré, ce truc-là c'est sûr qu'il y en a. J'avais regardé les statistiques, j'avais vu qu'il y avait une personne sur 10, du coup, je comptais. Tu regardais dans ta classe. Ils sont où? Vous êtes où? C'est vrai qu'on commençait à discuter de bisexualité à l'école, et par contre, quand on en parlait, c'était uniquement pour les meufs. Et les mecs, vraiment, c'est soit t'avais le gars vachement efféminé, vachement maniéré, qui pour le coup avait beau nier... c'est quand même insolé. That's your destiny. Ouais, voilà, alors que les filles, que ce soit accepté ou pas, avant même de donner un jugement de valeur, il y avait cette possibilité. Alors que, là, que tu parles de ton frère, justement, qui pourrait avoir des potes gays ou pas, je me dis juste que la question se pose pour les mecs et qui a un peu cette réflexion. Je trouve ça déjà hyper novateur. On avait envoyé notre drag reporter Tabby Stone devant la Purple, une soirée à Paris, soirée queer, demander à des personnes qui étaient là, du coup qui faisaient la queue, comment elles visualisaient le fait d'avoir 25 ans en 2025. Tu t'appelles comment? Agathe. Lucie. Vous avez 25 ans en 2025, ça fait quoi? C'est perturbant, on sait pas si on est adulte ou pas adulte. La vie, ça va vite, un peu compliqué des fois. C'est très philosophique. Et vous avez déjà commencé les traitements anti-âge, crème anti-rides, rétinol, vitamine C, ou vous êtes encore dans les dénis? Le collagène, ouais. Intelligente. Non, moi j'ai rien pour l'instant. Elle reste dans les dénis. Moi je pensais trop qu'à 18 ans j'allais avoir une maison, un chien, une vie de ouf, et du coup non. Et aujourd'hui t'as 25 ans et t'as? J'ai même pas le chien. Et toi? Je pensais vraiment avoir une vie, on va dire, à 100 à l'heure. C'est pas comme ce qu'on a vu dans les films ou dans les séries, donc un peu compliqué, mais voilà. Bon, ce qu'on retient, c'est pas mal, j'ai l'impression, de désillusion dans les voix de ces jeunes femmes. Moi, ça me fait penser, en termes de désillusion, forcément, l'urgence climatique, en fait, tout ce qui se passe. On a l'impression que ça va très vite. Dans une enquête qui date de 2021, près de 60% des Français âgés de 16 à 25 ans se déclaraient inquiets face au changement climatique et ainsi souffrir d'éco-anxiété. Déjà, est-ce que c'est un terme qui vous parle et dans lequel vous vous retrouvez ou pas forcément?
Oui, de manière un petit peu sous-jacente, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus, récent. même au-delà, si c'était pas une cause qui touche personnellement, je crois que le climat est tellement à l'urgence et pour les bonnes raisons que, à moins d'être un peu sociopathe, tu peux pas un peu emmagasiner de l'anxiété générale, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'avant, on nous parlait de manière très lointaine. Enfin, en tout cas, quand on était au lycée, c'était en mode... bon, ça se passe, mais c'est encore un peu loin. Et là, là on peut plus fermer les yeux, quoi. On est dedans. Non, mais c'est clair. Mais est-ce que ça vous paralyse, au contraire, de se dire, tu vois, que la Terre brûle et du coup, ça fait flipper, ou est-ce que ça donne une envie peut-être de tout vivre à fond, de profiter, parce que, en gros, on sait pas ce qui peut se passer. C'est pas bien, mais je suis un peu de ça aussi. On a un peu le cul entre deux chaises. C'est la fin du monde, alors on va vivre. Fume avant que la vigne te fume. On va la vivre, cette putain de belle histoire. Carpe diem. Je crois que c'est le grand sentiment qui cause un peu la perdition de l'humanité, c'est qu'on sait tous qu'on va mourir avant que ce soit trop tard. T'as l'impression que tout le monde baisse un peu les bras, quoi, se dit bon. Ouais, bon quand on voit Katy Perry, tout ça, quand on va ici. C'est un peu ça, c'est qu'on se dit que la vie est courte, quoi, donc après moi le déluge, quoi. Ouais. Toi aussi, t'es ça. Mais moi, comme tu le sais, j'ai écrit un papier sur l'éco-anxiété, notamment dans le dernier Têtu, dont tu fais la couve, donc j'imagine que tu l'as dévoré, évidemment. Yep. Oui. Mot pour mot, et puis te le ressortir. Tout à fait, franchement. Le CO2, c'est pas bien. Regardez-nous en vidéo sur YouTube, parce que là, c'était extrêmement convaincant. Et en fait, ouais, il y a vraiment ces deux réactions. T'as le truc de... baisser les bras, parce qu'en fait la première réaction c'est l'immobilisme, se dire que dans tous les cas on est perdu, alors pourquoi et ce truc de au contraire on va chercher au moins à mener une vie qui a un sens et à faire comme si on pouvait participer au moins pour contrer un peu le truc. Et j'ai plein de potes par exemple qui ont tout lâché, que ce soit leurs études, leur taf, pour partir faire du woofing ou vivre en collectivité, enfin des trucs très babos finalement. Qui ont l'air très cool pour les autres. Et qui du coup ont réussi à gérer leur anxiété comme ça, en se disant que au moins elles donnaient un sens à ce qu'elles faisaient, qu'elles avaient l'impression d'être plus proches de la nature, de pas vivre le truc dans un bureau. Plus d'argent, plus de problèmes. Mais est-ce que vous entretenez, une sorte de rancœur peut-être vis-à-vis des générations précédentes qui, elles, pour le coup, ont tout claqué peut-être sans forcément penser au futur? Pas vraiment. Ou non, et pas des générations entières, peut-être des boîtes, des pubs qu'il y avait à l'époque de la surconsommation, mais pas... J'en veux, c'est vrai, aux grandes usines à plastique d'aujourd'hui, quoi. Complètement, des lois qui n'ont pas été prises à temps, Ouais, j'en veux à ce qui se passe aujourd'hui. Avant, je pense obligatoirement à ma grand-mère. Doesn't have a clue still today. Mais on a cette image, moi j'ai l'impression aussi de votre génération, qui est hyper consciente sur plein de sujets. Je pense notamment, par exemple, au niveau de la mode, où il y a l'essor de la seconde main, avec Vinted et tout ça qui se fait beaucoup. Donc, plus de conscience sur la fast fashion. On va peut-être moins aller dans des grandes enseignes et tout ça. L'envie de mieux consommer aussi au niveau de la nourriture, avec forcément le bio. Certains qui mangent, il y a beaucoup plus de véganes aussi, on a l'impression. Il y a ça qui se répand pas mal, en tout cas dans les grandes villes. Et à côté, on a peut-être aussi une génération qui voyage beaucoup, qui valorise beaucoup ça, l'expérience, partir, découvrir les cultures et tout, etc. Mais qui est... Il y a en train, pas mal. Ouais, non, je le vois de plus en plus. Hein. Ouais. Donc il y a un petit peu tout ça, mais aussi qui tient un peu à son confort, à la technologie, à tout ce rapport-là. Il y a peut-être des fois des contradictions. Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir justement à une génération qui est contradictoire sur ces plans-là, et comment on fait pour trouver un équilibre peut-être? Totalement. Oui, de même. Je crois qu'on essaie de faire un petit peu ce qu'on veut. J'ai jamais fait de merch en drague. Jamais. Ça a été une volonté de... Ouais, j'ai fait des posters pour DragCon à un moment, papier. Mais j'ai toujours refusé de créer plus de plastique dans ce monde sous prétexte qu'on m'a vu à la télé. Vraiment, ça m'a déplu. Le premier objet un peu polluant, là, c'est le vinyle. Parce que j'en ai fait une petite série, parce que je voulais que ça existe. Mais à côté de ça, quand je pars en tournée dans le monde, je pars en avion, quoi, et je fais des allers-retours aux Philippines, souvent parce que j'ai un public là-bas. Là, je pars en Australie, je vais y aller en avion, quoi. Ouais. Donc oui, je pense que le goal, c'est aussi de faire ce qu'on peut quand on peut, quoi. Bien sûr. Ouais. Faire au mieux. Ouais.
Non, mais je suis d'accord avec toi, tout pareil. C'est ça, il y a ce truc-là. C'est peut-être ça l'entre-deux à trouver entre cette espèce de cynisme de après moi le déluge et cette quête de sens à essayer de faire les choses bien. C'est peut-être essayer de faire les choses bien quand on peut et d'être un peu indulgent quand on peut aussi. En fait, on est une génération pleine de bonnes intentions qui va juste demander à ChatGPT comment elle peut faire pour réduire son bilan carbone, mais en même temps dépenser des litres d'électricité. Ouais, c'est un peu la vibe. Ouais. C'est bien décrit. Très belle image. Thank you. Mais je crois que il faudra toujours une génération qui a les bonnes intentions qu'une génération complètement déconnectée qui auto-sabotatrice. Saboteur. I don't know. Alors parlons culture. Vous êtes entré du coup dans l'adolescence, si je fais le calcul, les maths, j'ai fait un bac L, donc mollo, au fil des années 2010, et déjà à ce moment-là il y avait pas mal de représentations LGBT, en tout cas ça commençait déjà à s'accroître au niveau des séries, dans le cinéma. Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont parlé, des personnages qui vous ont marqué, et qui vous ont aidé soit à vous accepter, soit à vous dire « Ah ok, là je me reconnais là-dedans et c'est quand même très cool ». Je réfléchis. Au niveau de l'extravagance, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Lady Gaga direct. Ouais, au niveau des artistes. Ouais, au niveau des artistes, enfin des personnes qui... C'est la première qui me vient là. Ouais, en termes d'aider à s'accepter. D'ailleurs, on a fait un très bon podcast là-dessus, je vous invite à l'écouter. Je note. Je me suis fait mon coming out à moi-même parce qu'on m'a toujours dit que j'étais homo. Depuis que je suis gamin, j'étais l'homo de la famille, après j'étais l'homo de l'école. L'étiquette. Mais moi, j'y croyais pas moi-même, au point que j'ai pensé que c'était à force comme les gens me le répètent, qu'ils allaient le matérialiser en moi. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai quand même dû me l'avouer. Et je l'ai fait autour d'une série qui s'appelait Queer as Folk, la version US. Et je regardais Gail Harold et tous ses copains living their best life, being very gay. Ouais, mais c'est une des premières grosses séries où il y a vraiment cet aspect communautaire. On voyait vraiment des gens qui se ressemblent, qui sont de la même identité. Leur vie avait l'air cool malgré tous les dramas. Ça parlait déjà très bien du VIH et tout ça, donc ça pouvait faire peur, mais en même temps, c'était l'amour qui transparaissait le plus et justement ce sentiment de communauté. Donc ouais, je me suis avoué à ce moment-là. À 14 ans, il y avait des extraits sur YouTube. Il n'y a pas eu Glee pour vous? Parce que moi j'ai l'impression que Glee ça a quand même marqué votre génération en termes de diffusion. Je pensais à Skins aussi. Skins, qui m'a grave aidé. Enfin, au lycée, pour le coup, waouh. Même si c'était un peu le bordel et qu'après il y a eu Scam qui a un peu. J'adore. Qui a été peut-être un peu plus doux. Skins pour le coup. Ouais, c'était beaucoup de drogue aussi, Skins. C'est drogue, sexe. Et t'avais la mort aussi à chaque fois. J'ai adoré. T'avais une mort, ok. C'est beaucoup. Mais moi, c'est beaucoup moins glamour, en vrai, parce que, ok, il y a eu Glee, j'assume complètement mon petit crush sur Santana Lopez. Évidemment. Énorme crush, en vrai, c'était mon mot de passe, carrément. I love Santana Lopez. J'adore. Bilingue. Mais non, en fait, moi, mon truc, c'était vraiment devant Plus belle la vie, quand j'étais plus jeune, avec mes parents, parce qu'il y avait un personnage lesbien dedans, et j'étais genre... Oh god, j'avais essayé de regarder The L Word juste avant, parce que forcément j'avais tapé genre série lesbienne sur internet. Le premier truc qui pop, c'est ça. Et déjà, moi je vois des Gwyn à franges qui avaient genre vraiment les coupes hyper à la mode dans ces années-là, mais il y a vraiment eu il y a vraiment eu un gap générationnel où je me dis en plus c'était déjà cliché. C'était déjà cliché, elles avaient quand même la trentaine. Donc OK, la trentaine c'est assez jeune Fluff. Enfin, je veux pas que tu te décomposes ça va. En plein podcast. Mais quand t'as 14 ans, quand t'as 14 ans, c'était vieux pas possible. En plus, elles avaient toutes de la thune, elles étaient méga stylées, elles habitaient à LA, il y avait plein de Gwyn dans leur entourage. Franchement, je m'y reconnaissais pas du tout, alors que Plus belle la vie. Alors, mais ça a donné du sens à l'existence de Plus belle la vie, ce que tu viens de dire, donc c'est cool. En 2025, on figure out. Non, mais en vrai, les feuilletons, mine de rien, les feuilletons quotidiens, on fait pour beaucoup, j'ai l'impression en termes de représentation. Enfin, un des premiers gros persos trans qu'il y a eu en France dans une série, c'était Plus belle la vie. Ouais, c'est vrai. C'était Jonas Ben Hamed qui l'incarnait. Et ouais, non, c'était assez fou. Et c'est pas genre là, il y a 2 ans, tu vois. Il y a déjà, je pense, peut-être maintenant, j'ai envie de dire 7, 8 ans, un truc comme ça. Donc, c'est quand même dingue. Ça rejoint un petit peu cette idée que j'ai de ma visibilité, de mon militantisme aujourd'hui, de le faire de manière un peu plus insidieuse et tellement plus efficace parfois. Quoi. Est-ce que c'est un appel à la production de Plus belle la vie Totalement. Non, mais
ça m'encourage. Regarde ta cam et fais un clin d'œil. Non, regardez pas mes yeux. Moi, je sais que pour ma génération, je me projetais, enfin, il n'y avait pas le choix non plus, j'ai l'impression, dans des histoires plutôt hétérosexuelles. En tout cas, en termes, surtout par exemple, quand tu as envie de croire à l'amour, tu faisais la femme. Tes relations. En vrai, ça dépendait des couples, tu vois, mais un peu par défaut, ouais, forcément, tu vois, parce que, oui, quand t'as enfin, j'ai l'impression que t'avais surtout des rôles où, en fait, dans les rôles hétéros, t'as le mec qui est forcément très viril et la nana, t'es un peu, du coup, plus sensible, etc. Donc, j'ai l'impression qu'en tant que personne queer, en tant que mec gay, tu vas plus te projeter là-dedans, évidemment. Tout pareil, hein, mais du coup, t'as une... Enfin, c'était assez pauvre, quoi. Mais en plus, toi, à ton époque, c'était des films muets en noir et blanc, donc ça devait être vachement plus facile de se projeter aussi. Yes, ouais, je peux imaginer les dialogues que je voulais, c'est vrai. Exactement. Mais est-ce que vous, il y avait aussi ce truc-là de devoir se projeter dans des histoires hétéros? Et est-ce que c'était un truc que vous avez mal vécu, entre guillemets, ou est-ce que justement ce manque de représentation LGBT, vous le ressentiez pas forcément? Pas vraiment, je sais pas. Ça me fait penser au fait que je me forçais à regarder du porno hétéro pendant très longtemps. Oh wow, thérapie de conversion. Auto-infligé. D'accord. Jusqu'à Gail Harold, jusqu'à Colas Folk. Donc peut-être c'est une version de ça, I don't know. Moi, pour avoir été avec des hommes avant, avec ma copine, là, ça va faire 5 ans cette année qu'on est ensemble. Donc c'était pas un truc qui me... Même si j'étais déjà attirée par les femmes et que j'étais déjà bi, je me questionnais pas plus que ça, non. Moi, j'en trouvais. Franchement, j'étais assez douée pour les trouver, même si c'était des trucs en québécois ou sous-titrés, alors que je parlais pas un mot d'anglais, je les trouvais. Mais le truc, par contre, c'est que j'ai vraiment intégré que pour nous, les relations, ça allait être beaucoup plus dur parce qu'il allait avoir un élément de drame. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà regardé Lost and Delirious. Non. C'est génial. 2 petites meufs au lycée, elles s'aiment trop, bim, outées. Il y en a une qui se suicide à la fin. Voilà. Spoiler alert. J'allais dire petit spoil. Quand t'as vraiment ce truc de... Il y a forcément un énorme drame, ou alors c'était des histoires où ça commençait, elle se plaisait, mais en même temps, tout était contre elle. Tu vois, t'avais ce truc de... leur entourage, c'était vraiment les méchants du truc, qui voulaient les séparer. Elles se détestaient, elles avaient honte. Franchement, j'avais intégré qu'avant de vivre une belle histoire et d'avoir un happy ending... il allait falloir vraiment en baver pas possible. Mais est-ce que c'est pas tout à fait vrai ou faux, quoi? Ouais, mais du coup, tu vois, nos ça m'a... parcours sont je sais pas, ça m'a fait intégrer que c'était normal. Du coup, si je rencontrais la seule lesbienne du coin qui était soit... qui s'assumait absolument pas, ou qui était méchante avec moi devant ses copines, tout ça... je me disais, c'est un peu normal. Tu vois, genre, je suis en train de m'infliger des trucs, mais parce qu'en même temps, c'est un peu... En fait, t'intègres des modèles qui sont en vrai toxiques, quoi. C'est ça. Je vois bien ce que tu dis. Niveau sensibilisation, les réseaux sociaux ont eu un rôle, j'ai l'impression, clé. Enfin, vous avez grandi avec les réseaux. C'était quoi votre premier réseau social? Instagram, vraiment. Vraiment, ouais. Déjà, parce que je faisais de la photo. Je pense à Ask, je sais pas si on peut le mettre en réseau, MSN. mais... MSN, ouais, à fond. Ah, vous avez vu MSN? Ok. MSN. Mais MSN, c'était quand même... Tu mettais tes amis, enfin, tu devais demander aux personnes, tu pouvais pas aller chercher des gens. Oui, un truc un peu fermé, quand même. Donc c'était quand même un petit peu plus... Je trouve que Ask, ça a été, pour ma part, le premier réseau où là, tu pouvais aller chercher des gens, tu pouvais découvrir des personnes. C'est très ouvert, Je passe à côté, Et Skyblog. Non, tout pile, c'était la fin déjà. T'as échappé à ça. Ouais. J'ai pas connu non plus. Bravo, parce que c'était quelque vous, chose. C'était vous, Skyblog. C'était notre fléau, c'était notre croix à porter. Ouais. Et puis tu déballes ta vie et tes problèmes d'ado à tout le monde. C'est comme les débuts de Twitter où il y avait tout le monde faisait des statuts, tu sais, un petit peu, genre vraiment, tu disais genre je vais aux toilettes, tu le mettais, quoi. T'étais un peu genre oh, ok. C'est bien quand tu vois les... stylé. J'allais trop voir des meufs émo lesbiennes sur Skyblog. C'est vrai? Ouais. Ok. Mais toi, Ezil, tu as quand même consolidé, j'ai l'impression, une communauté sur les réseaux sociaux. Est-ce que, parce qu'on a tendance à les diaboliser, enfin surtout les générations, j'ai l'impression au-dessus, diabolisent les réseaux en disant que c'est une perte de temps, c'est chronophage. Il y a tous ces trucs et aussi il y a le cyberharcèlement évidemment des fois malheureusement qui passe par les réseaux. Mais j'ai l'impression moi qu'il y a quand même quelque chose de positif à dire sur les réseaux, que ça a permis de faire émerger justement des voix LGBT qui n'auraient pas eu par exemple d'autres plateformes. À fond. Est-ce que tu partages toi cette expérience? Ah ouais, tout à fait. Là, pour le coup, je parlais de Ask et moi, je suivais à l'époque des lesbiennes sur Ask. C'est pour ça que ça m'est venu. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y avait ça.
Non, je trouve ça tellement positif. Ça a apporté tellement d'ouverture, de découverte. Enfin, on a pu découvrir des profils tellement intéressants qu'on n'aurait pas pu découvrir autre part, quoi, à la télé à l'époque. J'en sais rien. Il y a eu YouTube aussi. Après, il y a eu tout ce qui était les vlogueurs. Et en vrai, le drag, j'aurais pas été exposé. J'aurais pas commencé le drag sans YouTube. Ouais, toi, t'as commencé sur YouTube. Je me suis formé. C'est comme ça que j'ai vu que ça existait. Là, j'ai la chance, je fais encore partie j'étais la dernière promotion, je pense, le dernier millésime qui a connu les drag queens en voyant une drag queen dans la rue avant de la voir à la télé. Et c'était Mika Holly White à Nice, qui est vraiment une légende, quoi. Mais tout de suite après, du coup, je me suis intéressé, je suis tombé sur des vidéos sur Drag Race très vite. Donc, oui, tu t'es dit pourquoi pas moi ? Vas-y, je tente. Et encore une fois, c'est de voir des individus qui ont une vie intéressante, stimulante, passionnante. Et pas si dangereux, c'est pas si dramatique. Il y a cette idée, grâce au réseau, j'ai l'impression de, on va dire, prendre le contrôle un petit peu de trouver sa place, tout simplement, parce que j'ai l'impression, par exemple, la télévision, le cinéma, etc., c'est des gens qui choisissent de donner une voix, de donner une place, alors que les réseaux, en fait, c'est juste t'arrives dessus, et après, évidemment, c'est du travail, des efforts, et arriver à avoir cette communauté-là. Mais en tout cas, il n'y a personne en théorie qui va te mettre des bâtons dans les roues. Si tu veux prendre une place, tu la prends. Et il y a ce côté accessible qu'on n'avait pas, je trouve, à la télé ou quand on voyait des personnes. Enfin, tout à l'heure, on parlait des séries qu'on a regardées. On se disait pas, ah tiens, moi aussi, je peux. Et là, avec les réseaux, il y a ce truc de, ah mais je pourrais, ou ah mais c'est accessible. C'est hyper accessible. Et ça encourage vachement, je trouve. Ouais, surtout qu'à l'époque, il suffisait d'une webcam, tu prenais le micro de ton ordi, t'avais pas toute la partie... scénario, editing, même. On l'a vu avec Vine aussi. Pour avoir commencé sur Vine, moi, les vidéos, pour le coup, c'est vraiment, tu sors ton tel, tu fais une vidéo, hop, elle fait 1 million de vues. Et en même temps, t'as énormément de spontanéité encore aujourd'hui. Tous les jeunes qui filment pas du tout de façon professionnelle et qui se mettent sur TikTok, ça fonctionne, quoi. C'est à fond. Et j'aimerais qu'on embraye sur une autre partie et qu'on parle d'amour, d'intime. Mais avant ça, je voudrais qu'on écoute les mots de Bilal Hassani. 25 ans, je pensais que j'allais tomber amoureux un peu plus qu'une seule fois. Je pensais que ça allait pas être un énorme tocard. J'ai une vision très forte de l'amour. J'ai envie d'aimer toute ma vie. Mais je suis un peu picky, je suis assez sélectif, je fais très attention. Moi, c'est calèche en bas de la maison, les petits cailloux à la fenêtre... Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac, je veux la totale. Mais je suis tellement pas Gen Z pour ça, mais c'est juste parce que, en fait, c'est pour guérir l'enfant queer, j'ai un peu l'impression. Parce que toute la partie école, développement, l'amour, les petits mots dans la classe, se tenir la main, c'est toute une partie du développement émotionnel qu'on n'a pas. Et donc, du coup, c'est un petit peu pour rattraper ce temps-là. Mais alors, je peux vous dire que c'est pas gagné, pour l'instant, parce qu'ils sont horribles, les hommes. J'aime bien la lucidité. J'adore, c'est pas gagné, effectivement. Donc parlons d'amour. Rebondissant sur ce que Bilal a dit, est-ce que vous partagez un petit peu cette expérience-là ? L'énorme tocard. Il y en a eu. Non, pour ma part, très cliché, mais vraiment le côté lesbien où tout se passe bien et où les meufs, c'est love to love. Pour le coup, là, je l'ai vu. Moi, ça a été une histoire, ça l'est toujours, je suis toujours dedans là. C'est une histoire très cliché qui se passe super bien et où on se rencontre, on emménage ensemble direct et on a un chat et ça y est. Ah mon Dieu, pour ma part, oui. ça a été très très vrai. On s'est rencontrés première année d'études, on s'est vus pour la première fois, on a fait des soirées pendant 1 semaine ensemble et après... Moi, j'avais un copain à l'époque que j'ai quitté. On est restés en bons termes. Elle avait une copine à l'époque, elle l'a quitté. Et on ne s'est toutes les deux pas tenues au courant. Et quand on s'est revus après Noël, on était toutes les deux célibataires, trop marrant. Et là, ça fait 5 ans cette année, quoi. Donc, vraiment le cliché 100%. Ouais. Presque cute. Sans les ex, ça aurait été trop mignon. Dis-nous tout. C'était quoi la question ? Non, parce que ce que disait surtout Bilal, surtout de peut-être un petit peu penser de vouloir guérir l'enfant queer par les expériences, tu vois, auxquelles t'as pas eu droit forcément à l'adolescence, comme beaucoup de camarades hétéros, quoi. Je crois que j'ai eu un peu de chance du moment où je me suis un peu fait mon coming out. J'ai fait des expériences, mais qui étaient plus de clairement sexuelle. J'ai fait ma première fois très tôt, à 15 ans et quelques, parce que je grandissais de plein d'autres façons, j'étais placé, enfin bref. Donc j'avais le sentiment d'avoir beaucoup de problèmes d'adulte et je me suis dit, il me manque ça pour être un vrai adulte, ce qui n'a pas du tout aidé. Mais très tôt quand même, du coup à 16-17 ans, je rencontre mon premier
petit copain avec qui, du coup, vu que j'étais un peu dans la zone, je vivais un peu avec lui et sa maman. Donc j'ai quand même très tôt eu l'occasion de tomber amoureux déjà et de découvrir un peu les sentiments. Alors j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'étais un gamin complètement abîmé, quoi, et donc j'étais un peu horrible avec lui. Mais non, j'ai pas le sentiment qu'on m'a volé. Mais pareil, parce que par chance, j'ai pu me faire mon coming out à 13 ans, à 14 ans. Enfin voilà, c'est un privilège quand je pense à des gens plus âgés, parce que j'ai beaucoup d'amis plus âgés qui se sont avoués qu'ils étaient homo à 20, 22, 23, 25 ans. C'est là, je pense, que vraiment on est dépossédé de ces expériences en tant que queer. Ça me fait penser de rebondir sur l'aspect coming out. J'avais échangé il n'y a pas très longtemps une interview, promo, dans le mag de Théodora, qui a 21 ans, si je dis pas de bêtises, et qui mentionnait cette étape du coming out pour elle, genre moi j'ai pas besoin de le faire, en fait, juste c'est comme ça. Je peux l'aborder de manière très casual, tu vois, dans une conversation, un truc comme ça, mais je vais pas en faire vraiment un step à passer, une discussion à avoir. Est-ce que vous, il y avait aussi cette vision-là, un petit peu, où il y a quand même ce truc de genre, ok, vas-y, va falloir y aller, il va falloir bien trouver les bons mots. Oui, je crois qu'avant justement cette situation géopolitique préoccupante, c'était un peu le propos. J'ai pas à me justifier, j'ai pas à en parler. Je crois qu'en prenant un peu de l'âge et à 25 ans, et avec le climat actuel, on se rend compte qu'en parler, ça a une fonction et que c'est important, quoi. Donc, mais kudos to her, I did that too, et trop bien, tant mieux. C'est un privilège énorme de pouvoir se dire, tiens, ça fait juste partie de moi et il n'y a pas besoin de dire, de coller l'étiquette. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est bien d'en parler aussi. Et on a des réseaux faits pour ça. Et puis chacun son choix, quoi. Tant qu'il y en a qui en parlent. Et qu'on les met en avant. Mais je pense que quand on peut le faire, c'est vrai que c'est quand même pas mal de le faire parce qu'on sait que c'est un privilège, qu'à tout moment on a beaucoup moins à perdre que d'autres et que si ça peut aider justement les plus jeunes à s'identifier. Il y a une question de timing, c'est horrible, mais je pense qu'il va falloir être un peu plus stratégique si on veut se battre et si on veut continuer le combat. Peut-être un petit peu plus vicelard sur les bords, mais Théodora, peut-être qu'aujourd'hui, si elle faisait un coming out hyper public, elle n'aurait pas accès au public auquel elle va avoir accès dans les 2-3 prochaines années. Et peut-être qu'elle pourra faire un travail beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant à le faire dans 5 ans qu'à le faire maintenant. Bien sûr. Donc, je pense que faut ça pas dépend des cas, du tout. timing, tout ça. Il y a beaucoup de paramètres, je pense, à il ne faut jamais... qui on est pour juger, quoi. Oui, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, de toute façon, pour assumer son identité. Et les personnalités publiques nous doivent rien non plus. En fait, on a tendance aussi à penser que, comme on est beaucoup plus qu'avant, en tout cas dans le quotidien, des chanteurs, des acteurs qu'on adore, on voit plein de moments hyper intimes, beaucoup plus. On n'a plus besoin d'acheter un tabloïd pour avoir les photos en vacances de la star qu'on aime. Là, on ouvre juste sa page Insta et on peut stalker. Du coup, on a un peu l'impression que les gens nous doivent des réponses et des petits moments d'intimité, alors que de temps en temps, en fait, c'est juste beaucoup moins intime de mettre une photo de nous en train de se brosser les dents que de se livrer réellement, de se mettre un peu à nu et d'oser être vulnérable, parce que c'est ça aussi un coming out, c'est de la vulnérabilité, parce que tu peux pas revenir en arrière. Et la façon dont les gens vont te regarder ensuite, que ce soit en bien ou en mal, elle va forcément évoluer. Et c'était qui votre éveil LGBT ? Est-ce que ça a été une célébrité ? Est-ce que c'est un camarade de classe qui vous a fait prendre conscience de dire « Ah, ok, peut-être que j'aime pas les garçons, peut-être que j'aime pas les filles, comme je devrais le faire. » Il y avait Stevie Shaw, là, Queer as Folk. Et après, je crois que j'étais tombé un peu amoureux de mon meilleur ami aussi. On n'en a pas parlé, donc j'ai pas envie d'en faire trop. Moi, des filles au collège, me dire « Ah !» Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, c'était des filles à l'équitation. J'avais trop envie qu'on aille faire du poney ensemble. C'est niche, j'adore. C'est hyper niche. Mais en vrai, tu sais, j'avais mes petits crushs et tout. J'avais trop envie qu'on aille jouer dans le foin. Hyper drôle. C'est plus kinky que niche, non ? On dirait vraiment le scénario, le début d'un porno. Ça commence hyper tôt. La meuf aux hormones en feu, tu vois. Mais j'ai quand même cette impression que
qu'importe la génération, on est quand même abreuvé d'images un peu hollywoodiennes, j'ai envie de dire, en tout cas en termes de perception de l'amour parfait, comment ça doit se passer et tout ça, ou alors au contraire très dramatique. Sauf que en tant que personne queer, on n'a pas justement toujours accès à ça, en tout cas que ça se passe de manière aussi bien et sans encombre. Et ça a jamais été pour vous une source un peu de désillusion ou de frustration, ça? J'allais dire pas vraiment en tant que personne queer, parce que même pour les hétéros, j'allais dire franchement les films d'amour où c'est toujours sublimé, tout se passe bien, le prince charmant. Enfin pour le coup, je pense que c'est un peu la même idée là-dessus, hein, d'idéaliser l'amour. Ouais. Il y a quelque chose quand même dans les réalités queer qui sont présentes et qui sont peut-être moins présentes. Alors je sais pas si c'est trop le cas aujourd'hui, mais toutes les questions d'addiction, toutes les questions de précarité, toutes les questions des parents, des rencontres, d'être out, de pas être out, de honte. C'est peut-être des discussions qui sont moins présentes dans les couples hétéros. Et c'est vrai que oui, moi ça me pèse l'omniprésence de la drogue chez les mecs. Mais en même temps, on voit que c'est de plus en plus le cas chez les hétéros aussi. Hein. Ça serait pas un peu partout. Le chemsex, voilà. Mais c'est pesant, Oui, clairement, la désillusion est grande quand tu te rends compte qu'à peu près tous tes ex et tous les mecs que tu fréquentes ont des problèmes plus ou moins de loin avec ça. T'es là en mode give me a break, quoi. Je crois que ça m'a un peu aidé, tu vois, d'avoir ces représentations un peu hollywoodiennes, tout ça, parce que dans tous les cas, comme j'avais grandi à la campagne et que j'avais pas accès à une vraie communauté, il y avait un peu ce truc de... Bon, au moins, je vois des couples dans les séries, dans les films, même si c'est pas aussi mignon que Heartstopper avec tout un crew queer. Ouais, il y avait un peu ce truc de ok, j'ai eu tendance à romantiser un peu la façon dont ça devait se produire, et je pense qu'il y a forcément eu un écart de malade entre ce que j'imaginais et la réalité, parce que on l'a dit tout à l'heure, tu vois, j'ai pas eu ce truc de petits bisous dans les couloirs, de on se tient la main à la récré, enfin c'était pas envisageable. Et donc il y a eu un peu ce truc de déjà se rendre compte quand on commence à dater qu'on peut plaire et qu'on n'est pas juste la meuf lesbienne qui a un crush sur des meufs qui vont être un peu dégoûtées du truc. Je trouve que déjà ça, dingue. Du coup, tu te dis, waouh, je peux plaire à des meufs. À tout moment, on va avoir une histoire. Mais maintenant, je fais quoi, en fait? Parce que t'as pas géré ce truc de jalousie, de comment je dois me comporter, rien. Il faut lui répondre par message. En fait, si tu fais la morte pendant 2 jours parce que t'as pas l'habitude des relations, ça pose souci. Et ça, du coup, je trouve que c'est vraiment les réalités qu'on n'a pas dans les séries, tout ça. Et on est un peu des bébés en amour, vu qu'on n'a pas tout ce background. J'arrête pas de faire des anglicismes. On va vraiment me tuer à la rédac. Je suis vraiment citoyenne du monde. Mais vous avez grandi avec les réseaux sociaux et je me demandais comment ça a impacté le fait de faire des rencontres, parce qu'il y a eu donc avec les réseaux, il y a eu les applis de rencontres aussi, donc tous les Tinder, Grindr, Consort, etc. On les connaît. Mais il y a quand même eu le mouvement MeToo aussi qui est arrivé, qui a pas mal rebattu les cartes, j'ai l'impression, avec la notion de consentement qui devient de plus en plus prévalente dans les discussions, dans les relations. Est-ce que, à la fois, le fait qu'il y ait toutes ces applis et en même temps le fait que ça devienne peut-être un peu plus safe, vu qu'il y a ces questions-là, comment on aborde en fait tout simplement les relations amoureuses aujourd'hui? Est-ce que c'est une source de stress ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus apaisant? Je trouve que ça valorise les relations qui ne sont pas liées à tout ça. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un dans la vraie vie, ce qui est souvent le cas quand je me lance dans une relation, c'est des rencontres réelles. Ça leur donne un peu plus de valeur, de savoir que elles sont spontanées. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que le premier mec que j'ai rencontré, c'était sur Grindr déjà. Ok. Ouais. J'ai fait partie, j'avais 15 ans quand Grindr était déjà là. Et t'as quelle vision un peu de ces applis, notamment Grindr? Parce que j'ai l'impression qu'elles ont toujours été là, mais je les ai jamais utilisées, quoi. Okay. À l'exception de ce gars-là et de peut-être 2-3 fois. Mais ça va faire 10 ans que je suis dessus, quand je suis célibataire. Mais je rencontre personne, quoi. Je leur ai jamais donné de consistance ou de réalité, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je vois les ravages que ça fait chez mes potes.
et le malheur et les frustrations que ça crée. Ouais. Je veux dire, pareil, je suis un peu mal placée parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées aussi, c'était dans la, dans la vraie vie. Puis là, t'as trouvé le grand bonheur, donc c'est bon, c'est plié. Non, j'ai rencontré une fois quelqu'un via Twitter, mais pareil que toi. Les applications, j'en ai eu, j'ai été dessus, mais je crois qu'on fait déjà justement partie de cette cuvée, encore une fois, qui a tellement connu ça, où c'était tellement omniprésent que justement on est allé chercher autre chose, quoi. Je suis d'accord. Il y a déjà une sorte de fatigue peut-être par rapport à ça. Oui, et le fait que ça ait toujours été là, c'est pas comme s'il y avait eu ce cadeau qui était de la facilité à rencontrer les gens d'un coup, alors qu'on avait galéré pendant 10 ans. Vu que ça a toujours été là, j'y ai pas trop prêté attention. Ah non, moi non plus. Et ça m'a permis de rencontrer des gens dans la vraie vie, quoi. Moi, à la base, c'était vraiment... ça a ouvert un peu mon monde. C'était la corne d'abondance, parce que franchement, petite ville... Tu captes qu'il y a d'autres gens dans un périmètre de 30 km, on va pas non plus... Il y a 2-3 cousins dans le lot. Je viens du Pas-de-Calais, là, vraiment, ça fait mal. Cette attaque. Je suis breton, ça passe. Je suis normande. On est dans le même package. On est consanguine. C'est affreux, je vais me faire cancel au bout de 2 minutes. Le premier épisode où j'apparais sera le dernier. Non, mais au début, c'était hyper sympa de juste se dire... En fait, il y a du monde et je vais pouvoir apprendre à les connaître. Et du coup, je pense qu'au départ, j'étais un peu dans un truc de c'est pas grave si on parle pendant des jours, une semaine, un mois. J'étais beaucoup plus patiente. Pour moi, c'était juste un peu une carte avec plein de gens à découvrir. Vraiment, on dirait que j'attrape des Pokémon. Alors qu'aujourd'hui, j'avoue, je suis beaucoup plus blasée. C'est vraiment... je fais beaucoup plus mon marché. Comme tout le monde, je pense qu'on a le swipe... très facile avec le jugement qui se fait au bout d'une seconde. Donc t'as un peu ce truc de... Ça dépend l'humeur. Je peux donner de l'attention aux gens et les considérer comme des personnes à part entière, ou alors je peux être là juste pour swiper et c'est hyper expéditif en même temps. Mais un regard un peu blasé. Et par rapport au réseau, est-ce que vous avez ressenti, de par la possibilité de rentrer en contact avec plein de personnes queer, forcément... c'est comme ça que ça marche Internet. Le besoin de faire communauté, de partir à la rencontre de ces gens et de créer aussi peut-être son groupe de personnes avec cette identité-là commune, où t'as pas besoin d'expliquer ou justifier ton vécu parce que ils le comprennent, quoi. Ouais, totalement. C'est la grande réussite des réseaux sociaux, je crois. Ce truc plus rassurant et de... Après, là, si on parle de communauté... Je crois un peu en ce truc de t'as la commu qui te ressemble. Oui, ce qui est un peu le risque, c'est pour ça que le monde se referme sur lui-même, c'est que tout le monde a son petit univers dans sa boîte. Où tout se passe bien, tout est beau. Tout est consensuel, quoi. Et du coup, dès qu'on voit quelque chose qui sort de ça, c'est direct, ça l'attaque, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est la sécurité. Enfin, si on regarde mon feed, c'est des chiens saucisses et des drag queens et des make-up, C'est pas mal. Voilà. Feed sympa. Mais c'est vrai que ça doit amener un sentiment de sécurité, de se dire que le monde nous ressemble et que c'est pas si horrible. Enfin, là, je pense à Insta qui est plutôt comme ça. Ouais. Mais sinon, quand je pense à j'ai Twitter... supprimé Twitter. Ah bah oui, ça j'y vais plus du tout. Le nazi de Elon Musk m'a fini. J'ai supprimé. C'est vrai que l'algorithme, il est hyper précis, quoi. Donc, tu vas forcément avoir des gens qui te ressemblent, mais... Ou des meufs qui vont à l'équitation, dans ton cas. On sait à quoi ressemble ton feed maintenant. Hello world. Non, par contre, de temps en temps, j'ai du hobby horse. Ça, c'est vrai. Hobby horse, c'est les gens qui font de l'équitation, mais sur un balai avec une fausse tête de cheval. C'est hilarant, c'est génial. J'en ai vu passer, mais beaucoup TikTok, moi, ça. Oui, mais t'as vu Mais non, je ne fantasme pas sur les hobby horseuses. Ne m'envoyez pas de DM, s'il vous plaît. Pour terminer l'épisode de manière très simple, efficace, sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous êtes confiante par rapport à l'avenir? Toutes thématiques confondues. Parce que je suis quelqu'un de positif, je vais dire un 8. C'est bien. Ouais, c'est bien. Mais difficile de dire plus, Moi, je passe sur un 7. Ouais. Ok. Pareil, je suis pareil, je vais essayer de faire des maths. On est sur une moyenne de 7,5 pour l'instant. Pas mal, ok. On va y avoir des... Mais des virgules, mais de la virgule. Moi, je vais juste dire 7,5 parce que je suis balance, donc je suis obligée d'être un peu entre les deux. Mais c'est positif, mine de rien. Ouais, il faut garder l'espoir. Si nous, à Tétu, on lâche l'affaire, qui est-ce qui reste? On est peut-être censé donner une note un peu plus haute, du coup. Non, j'ai aucun souci. L'avenir de Tétu, on est 10 sur 10.
Neomax. Bah Neomax. Oui. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode selon où vous êtes en termes de plateforme. Merci à Ésil, Yann aka La Grande Dame et Tessa d'avoir participé à cet épisode sur ce que ça fait d'avoir 25 ans en 2025. Merci à Paul à la régie, merci à Mathieu pour la DA, merci aux équipes Tétu, Carla, Clara, David, Maureen, Tabi, je crois que j'ai oublié personne cette fois. Et puis merci à toutes les personnes queer d'exister et de faire de cette planète un monde meilleur. Ouais. Merci. Tu vas pas remercier ta mère ? Non, mais je peux remercier la tienne. Au revoir.